Mon rapport avec l'espagnol commence à l'école. C'est la découverte de la littérature par le biais de certains professeurs extraordinaires que j'ai eus dans le Colegio Nacional de Buenos Aires. Et donc, c'est là que je commence à voir quelle est la richesse de cette langue, de ce langage. Et nous avons eu beaucoup de chance parce qu'il n'y avait pas seulement les grands classiques qu'on nous enseignait, mais on lisait par exemple toute la nouvelle littérature à la fin du franquisme commençait à être publiée par Seix Barral par exemple. Parmi les textes à côté du Quichotte, on lisait Nada de Carmen Laforet et ainsi de suite. Donc j'ai eu beaucoup de chance dans ce sens-là. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de voir une extraordinaire renaissance de la littérature espagnole qui aujourd'hui est parmi les plus importantes au monde. Avec dans les romans, avec des gens comme Javier Cercas ou Enrique Villamatas ou encore Javier Marías, son tout dernier, Los Enamoramientos, c'est un chef-d'œuvre. Même chose dans la poésie. C'est peut-être dans l'essai qu'il y a une force moins visible, mais bon, ça viendra sûrement. J'en profite aussi pour rebondir par rapport à ce que vient de dire monsieur, qui pose la question finalement de l'enseignement aussi, comme tu viens d'en parler. Tu as dit dans l'histoire de la lecture que tu aimerais que l'enseignement de la littérature soit plus subversif. Oui. Aujourd'hui, est-ce que tu vois un début de commencement de subversion dans l'enseignement de la littérature ou pas du tout? C'est difficile à dire dans un sens général. Je suis sûr qu'il y a des professeurs qui individuellement font cela en classe et qui l'ont toujours fait. Il y a toujours eu ces professeurs qui tout à coup, avec un texte, éclatent les idées reçues et montrent un monde inattendu aux élèves. Mais il est beaucoup plus difficile d'être subversif aujourd'hui qu'il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Parce qu'on ne peut plus épater le bourgeois. Il n'y a pas de bourgeois épatés. Tout est dit, tout est permissible parce que le monde commercial s'est aperçu que tout peut être commercialisé. Et donc, y compris la subversion. Y compris la subversion est une grande affaire pour les industries. Donc ça a commencé même dans les années 60, quand ils ont commencé les grands, tous ces chants révolutionnaires, folkloriques, Bob Dylan, tout le reste, qui ont fait des fortunes pour les industries. Aujourd'hui, des séries de télé comme South Park ou même The Simpsons, qui sont subversives, ne le sont pas parce qu'elles font une fortune pour la Fox, qui est justement la raison de leur critique. Donc c'est extraordinaire. Donc pour la lecture, c'est plus difficile. Mais je pense qu'il y a encore un moyen de rendre la lecture subversive, et c'est de montrer aux jeunes jusqu'à quel point la société ne veut pas qu'ils soient lecteurs. Parce que la société ne veut pas des citoyens intelligents. La société que nous avons, la société mercantile dans laquelle nous sommes, ne pourrait pas survivre avec des citoyens intelligents. Je parlais de délire Berlusconi, mais acheter une paire de jeans à 500 €, il faut être vraiment imbécile pour faire ça. Il
il faut ne pas avoir l'intelligence de réfléchir, de dire bon, est-ce que je veux vraiment une paire de jeans troués que je pourrais trouver dans quelconque poubelle parce qu'ils ont mis un nom dessus et ça va me coûter 500 €, mais c'est ahurissant. Donc, ils ne veulent pas que ces citoyens soient lecteurs. Donc, un moyen d'être subversif est de devenir lecteur. Parce que ça mène à la réflexion, ça mène à poser des questions. Bon, pas nécessairement, hein, c'est pas que tous les lecteurs le font, mais ça aide. Oui. Avez-vous d'autres questions, d'autres commentaires? Oui, monsieur. Justement, en relation avec cela que vous dites, je me demande, est-ce que ça n'est pas une métaphore de la situation de la lecture, de la littérature dans la société contemporaine? Est-ce que vous avez une idée de cette question? Oui, je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le long de nos histoires, les lecteurs ont toujours été une minorité. Hein. Jamais il y a eu une majorité qui était lectrice. Et quand j'entends des gens dire, des gens de ma génération, ah oui, quand j'étais jeune, nous lisions, c'est pas vrai. Quand je réfléchis, par exemple, à ma classe dans cette école secondaire, dans ma classe, nous étions 2 ou 3 à avoir des livres, à être des lecteurs. Tout le reste, jouer au football, écouter de la musique, avait quelques livres. Bon, il y avait un enseignement qui se passait quand même. Mais lecteur, non. C'était dans ce sens-là, nous sommes peut-être... Mais alors, vous avez dit que dans les bibliothèques, il y a des trésors. Comment faire entrer les enfants? Comment les convaincre de que là, il y a des trésors? Parce que vraiment, je vois que c'est très difficile. Il y a deux choses. La première, c'est que en tant que lecteurs, nous avons des préjugés. Nous pensons que c'est une évidence que d'entrer dans une bibliothèque, choisir un livre, lire. Même en utilisant une bibliothèque virtuelle. Parce que dans ce sens-là, le fait d'entrer, d'y aller pour choisir un livre, c'est déjà un geste très important. Mais ce n'est pas évident pour la plupart des gens. Et voilà comment je me suis aperçu de cela. C'est une histoire un peu stupide, mais je vous la raconte quand même. Et quand mon fils était adolescent, il avait une passion pour les jeux vidéo. Et il allait souvent dans ces arcades où il y a des jeux vidéo. Et un jour, il me demande si je ne veux pas l'accompagner. D'accord, pour voir ce que c'est. Alors, j'arrive et tout d'abord, je ne sais pas, est-ce qu'il faut prendre un billet pour entrer ou on rentre comme ça ou bon. Et une fois qu'on rentre, je vois des gens qui sont autour des machines, mais est-ce qu'il faut faire la queue? Est-ce qu'il faut attendre devant une machine? Est-ce qu'il faut acheter un jeton pour jouer? Combien de temps peut-on jouer? Il y a plein de règles, des rituels qui, pour mon fils, étaient d'une évidence absolue. Donc pour lui, automatiquement, il allait, il faisait son truc. Moi, je n'avais aucune idée. J'avais peur de toucher une machine, quitte à la casser. La personne qui rentre pour la première fois dans une bibliothèque ou qui va rentrer dans une bibliothèque passe exactement par là. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on les guide? Donc maintenant, dans les écoles, on fait l'effort d'enseigner aux enfants comment on utilise une bibliothèque. C'est déjà ça. Mais une partie de la bataille est perdue dans le sens que l'enfant lecteur, adolescent, passe tout de suite à l'électronique. Et donc, ce n'est pas un défaut que de trouver un texte sur la toile. Le problème, c'est comment le lire. Et des bibliothécaires me disent qu'un des problèmes essentiels, c'est qu'ils ne savent plus comment manier le texte.
dans un livre, on savait qu'on le lisait, on prenait des notes, on résumait, on écrivait son papier. Maintenant, la forme de lire sur l'écran est surtout une de copier et coller des textes. Donc, le processus qui est tout un vocabulaire gastronomique que la lecture a prise, de ingérer, de mastiquer, de digérer le texte, tout cela ne tient plus lieu dans la lecture électronique. Et ça, c'est un vrai problème, parce que ce n'est pas qu'on va éliminer la lecture électronique, mais il faut trouver moyen de enseigner le lecteur sur écran, d'apprendre à lire plus lentement, à digérer et à s'approprier du texte. Excusez-moi, je vois là un vrai problème. Pour faire cela, comment est-ce qu'on pourrait arriver à faire cela? Oui, ça c'est tel que vous parlez, je suis tout à fait d'accord, mais comment le faire? Comment le faire? Parce que je vois que vous avez mentionné 2 ou 3 fois Berlusconi. Je suis espagnol, mais je ne sais pas pourquoi. Quand j'écoute Berlusconi, le phénomène Berlusconi, qu'est-ce qu'il signifie dans la société italienne? Maintenant, il a eu encore beaucoup de personnes qui ont voté pour lui. Oui. Encore 25% ont voté pour un monsieur qui était un clown. Mais qui est intelligent, hein. Il ne faut pas mépriser les clowns. Mais je crois que, je ne sais pas, dans cette société des spectacles, là où il n'y a pas de réflexion, et je crois que, comme on dit que pour réfléchir, il faut lire. Je ne sais pas, je vous écoute ici, je vois cette salle, et je crois que vous êtes un dinosaure avec votre 40 000 livres, et que tout cela s'est perdu. Je ne crois pas que ça soit perdu, parce que dans ce sens-là, nous avons toujours l'histoire de l'arche de Noé, qui reste, je crois, symboliquement vrai pour toute société qui se croit perdue. Et il y a toujours un moyen de s'en sortir, à des moments plus difficiles que d'autres, mais si nous nous sommes en sortis de la Deuxième Guerre mondiale, on peut bien s'en sortir de ce moment. Commençons par exemple par changer le vocabulaire. Il ne faut pas accepter le vocabulaire que les banquiers nous ont imposé, il ne faut pas parler de crise, il ne faut pas parler de la société dans les termes qu'ils nous imposent. Parce que déjà, l'imposition de ces termes est une lecture qui est faite de la situation et qui n'est pas la vraie. Essayons par exemple de parler de bandoliers, de vols, de fraude, et le scénario change. Bon, mais ça c'est une autre chose. Comment faire, parce que finalement je pense que votre question est là, comment faire que quelqu'un devienne un lecteur? Comment faire pour récupérer le geste de la lecture? Bon. Le problème, c'est que la solution à ce problème ne peut pas être envisagée de façon individuelle. Elle fait partie d'un engrenage de problèmes qui est celui de toute la société. Nous sommes dans un modèle de société que si nous tenons à ce modèle de société, là, nous ne pouvons pas faire des jeunes citoyens des lecteurs. Parce que nous avons ce barrage commercial qui ne veut pas avoir des lecteurs, ne veut pas des citoyens intelligents. Donc, peut-être il faut aller de l'autre côté et essayer de changer le modèle de société que nous avons. Dans un scénario de roman, la situation que nous vivons serait complètement incroyable. Nous dirions, nous ne pouvons pas croire à l'argument qui nous est présenté, dans lequel une société qui est mise à mal
par ceux qui sont au gouvernement en liaison avec ceux qui gèrent les finances, prétendent que la solution, c'est que ceux à qui on a volé soient les responsables de payer la dette de la société. Bon, ça, vous lisez ça dans un conte, vous dites c'est complètement absurde, qui va accepter ça? Eh bien, nous sommes en train de l'accepter. Et non seulement nous sommes en train de l'accepter, mais nous sommes en train de l'accepter au coût de ce que nous disons, et ce n'est pas vrai, qui est le plus cher. C'est-à-dire, nous sommes en train de l'accepter en vendant nos enfants. Parce que moi, j'ai 65 ans. Bon, si je vis encore 5 ou 10 ans, bon, ça va, je suis arrivé au dernier chapitre. Mais les jeunes qui ont maintenant entre 15 et 25 ans, nous sommes en train d'accepter de les convertir en esclaves sans aucun espoir, enfin, c'est encore pire que l'époque de l'esclavage, en leur disant que c'est eux qui doivent payer la dette que nos contemporains ont contractée et avec laquelle ils se sont remplis les poches et continuent à se remplir les poches. Parce que maintenant, bon, enfin, on peut continuer à parler de ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un problème structurel beaucoup plus vaste que celui de la lecture. Ah oui, oui. Et je suis donc, tout à fait d'accord. Il faut commencer par revoir ce modèle de société. En ce qui me concerne, je n'étais pas un lecteur. Je ne lisais pas quand j'étais enfant. Je ne lisais pas quand j'étais adolescent. Je ne lisais pas quand j'ai commencé à rentrer dans l'âge adulte. Tu t'es bien rattrapé. Et je me suis rattrapé depuis. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Mon sentiment, c'est qu'il y a eu une phrase qui a été prononcée par un professeur que j'avais en terminale, donc en première, pardon, donc qui correspond pour chez nous en France à l'année du bac français, qui était un Vietnamien, qui était un bot people, et qui nous a dit un jour, l'année du bac français, il nous a dit voilà, moi en 79, je suis parti, et je suis parti avec une chose, Madame Bovary. Ce livre, nous avait-il dit, m'a sauvé la vie. Quand vous entendez ça à l'âge de 17 ans, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. C'est impossible pour un occidental de comprendre ce qu'a vécu un bot people à l'autre bout du monde et son rapport à la littérature. Mais cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Et ça peut paraître un slogan comme ça, mais parfois il y a un élément déclencheur qui fait ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis, et ça, on va un peu rebondir par rapport à ce qu'a dit Alberto Manguel tout à l'heure. Je pense qu'il y a un problème par rapport au rapport qu'entretiennent, je vais parler plutôt des Français, au rapport qu'entretiennent les Français avec la littérature. Tout à l'heure, il nous a été dit, oui, je ne peux pas écrire en français parce que faire une faute, c'est une faute morale. Je pense que cette histoire de faute morale, elle se lie aussi dans l'enseignement. Dans l'enseignement, en France, par exemple, qui est celui que je connais le mieux, c'est un professeur, du haut de son savoir, interroge des élèves et dit « Alors, voilà, je te lis un truc, qu'est-ce que tu as compris ?» Si l'enfant n'est pas dans la norme, il prend une mauvaise note. Alors que le professeur aurait tout intérêt à dire « Je n'ai pas lu ça, je n'ai pas lu la même chose que toi, parlons-en », et à ce moment-là, voilà. Si au moins il y avait ce travail-là, mais qui n'est pas un travail que du corps enseignant, c'est un travail aussi des journalistes, par exemple. Et là, j'en prends une partie pour moi. S'il y avait ce travail-là, je pense que déjà, peut-être que l'Assemblée ce soir sera un peu moins clairsemée. Voilà. Tu as absolument raison, mais il faut ajouter à ça que dans ce système, qui n'est pas particulier à la France non plus, ce système existe aux États-Unis, au Canada, un peu partout, c'est l'exception qui sauve la situation. Ces rares professeurs, ils ne sont pas finalement si rares que ça,
qui sont capables justement de répondre oh, ça c'est ta lecture, c'est ma lecture. Et dans l'histoire de la lecture, tu as ces exemples. Oui. C'est le passage de la scolastique à l'humanisme. C'est le moment où, en lieu de s'attendre à que l'élève récite les réponses déjà données par les autorités, on entame un dialogue. Et c'est le dialogue qui est plus important que les conclusions auxquelles on arrive. Mais ce que tu dis est très très important parce que peut-être une partie de la solution, c'est justement de respecter l'intelligence de l'enfant. Là aussi, notre société croit que l'enfant est idiot et tout ce qu'on lui présente le rend encore plus stupide. Tandis que l'enfant naît avec une intelligence qui lui est propre, et c'est à la société de suivre l'intelligence de l'enfant, non à l'enfant de s'adapter aux règles d'enseignement de la société. Mais comme toujours, c'est beaucoup plus difficile de trouver un emballage pour des œufs que de créer des œufs carrés qui sont mieux transportables. Et je pense aussi, dernière chose, juste pour finir et fermer la parenthèse, il faut que nous, chacun d'entre nous, là, il faut que nous, on parle de littérature. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il faut que dans une conversation, de la même façon qu'on dit « je vais acheter des œufs, du pain, etc., » que je puisse, dans une journée, prononcer le nom d'un écrivain, parce que telle chose m'aura fait penser à Shakespeare, à Quichotte, sans paraître pédant, parce que je sais que c'est souvent une de tes craintes, Alberto, oui. en réécoutant. Voilà. Amenons la littérature aussi dans un langage, dans une oralité quotidienne. J'ai essayé de le faire dans le cadre d'un journal télévisé, en faisant deux choses qui sont extrêmement bannies. Un, poser des questions dans un lancement de sujets de télévision, puisque la télévision, soi-disant, n'a que des certitudes et n'a pas d'interrogation. Et deux, en mettant parfois des morceaux de citations d'écrivains. C'est compliqué, c'est un débat, c'est un affrontement, mais pourquoi ne pas essayer ? Pourquoi ne pas essayer ?